Voilà. Mais je voudrais bien sûr d'abord remercier Monsieur Seyss et Monsieur Consponville de leur invitation à venir vous parler de la statistique un soir. Je faisais la réflexion qu'il y a plus d'hommes qui sont manifestement intéressés par la statistique que de femmes. Il y a un biais, ça commence très fort. Voilà. Et donc, je voulais remercier pour cette invitation qui me fait autant plaisir qu'elle ne m'honore, évidemment. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Dominique Lecourt, qui nous a malheureusement quittés il y a peu de temps, et grâce auquel je fais partie du Conseil d'orientation. Et aussi, je lui dois plus que ça, parce que je lui dois de m'avoir donné cette légitimité d'interroger ma propre discipline autrement. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la statistique a la réputation d'être indigeste. Je suis vraiment désolée pour un dîner. J'espère néanmoins ne pas vous couper l'appétit par la statistique dont je voudrais vous parler. Les paisibles statisticiens ont changé le monde. J'adore cette phrase. C'est Ian Hacking qui disait ça. C'est un épistémologue des sciences que vous connaissez peut-être. Il a donné des cours au Collège de France, là, sur façonner les gens. Et je pourrais continuer en disant la statistique est un instrument de quantification. Elle mesure le social et nous gouverne. Ça, c'est Alain Desrosières, que vous connaissez peut-être aussi, qui avait écrit ce magnifique livre, La politique des grands nombres. Et aujourd'hui, François Ewald, philosophe du risque, dirait aujourd'hui, les statisticiens sont les maîtres du monde. Alors ma question, je pars vraiment de ma question, qui est la suivante. Non pas comment la statistique façonne-t-elle les gens de l'extérieur pour les faire rentrer dans un moule par l'adhésion à une norme, par une sorte d'homéostasie, si vous voulez, qui les empêche de s'éloigner de la normale, et par la linéarité du temps qui suppose que le futur sera assez conforme au passé. C'est l'application de la trilogie statistique que vous connaissez sans doute, qui est normalité, homocédasticité, linéarité, inscrite dans la statistique probabiliste. Non, ce qui m'intéresse, non pas que cela ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse surtout ce soir, c'est de savoir comment les nouvelles rationalités statistiques, qui se libèrent de cette trilogie trop étriquée pour elles, touchent à nos subjectivités. Comment impactent-elles la pensée, notre mental, nos affects, nos comportements, la politique? Ce qu'il faut remettre en question, disait Michel Foucault, c'est la forme des rationalités en présence. Comment ces rationalités statistiques nous affectent-elles? Eh bien, j'y répondrai par le biais de la logique. Alors ne vous inquiétez pas, je vais parler d'une logique opérative, c'est-à-dire un mode d'opérativité. Ce n'est pas une logique abstraite et même pas nécessairement rationnelle, mais qui, avec sa force conceptuelle de changement, nous dira très concrètement ce qui peuple et transforme la pensée des hommes, leur mental, leurs affects, leurs comportements et leur politique. La statistique classique, la statistique probabiliste, est fondée sur le calcul des probabilités. C'est pas un scoop. Elle m'intéresse surtout aujourd'hui, enfin elle m'a toujours intéressée, j'ai beaucoup donné cours de statistique probabiliste, donc elle m'intéresse, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse ici, elle m'intéresse d'autant plus que dans la mesure où cette statistique, dont je voudrais vous parler, s'affranchit de la statistique probabiliste depuis quelques années, depuis les années 80, en augmentant formidablement les capacités de l'analyse statistique et avec une puissance de calcul sans précédent. C'est de la statistique du big data, celle des sciences des données dont je voudrais vous parler. Et entre ces deux statistiques, une transition, celle de l'analyse des données, de la naissance de l'analyse des données en France avec Jean-Paul Benzécry, que vous connaissez peut-être, à l'occasion de l'arrivée soudaine d'un plus grand nombre de données disponibles à partir des années 60 déjà. Les données, on l'a compris, c'est le substrat empirique de la statistique. Une transition des années 60 aux années 80 avec le déluge informationnel du big data qui va apporter des données sur plusieurs millions ou dizaines de millions d'individus observés sur plusieurs centaines ou milliers de variables. L'analyse des données refusera désormais d'asservir la chair des données à l'âme des formules. Le big data évoque évidemment une avalanche, une déferlante de données. En tous les cas, pour les acteurs des technologies de l'information, le big data est la combinaison d'au moins
des points suivants. Le volume des données, mais finalement pas très défini, pas peu défini, une grande complexité et des technologies. On parle de révolution des données. On doit ajouter une volonté prédictive au cœur du big data. La capacité croissante à pouvoir traiter en masse des données protéiformes et de sources différentes est le creuset des prédictions du big data. La statistique est la science des liens, des relations qu'elle construit. Qu'il s'agisse de la statistique probabiliste ou de la statistique des sciences des données. Mais de quel lien sera tissé le monde du probable façonné par la probabilité? Et de quel lien sera tissé le monde des données massives, que j'appellerai le monde des data, dominé par les données? Le monde des data est encore jeune, il est foisonnant, il est changeant, il est extrêmement complexe. Il s'agit d'une mise en données du monde. C'est un monde éminemment statistique, au point que la statistique en devient la médiation obligée. La statistique, il y en a partout. Je pense qu'il n'y a plus moyen d'y échapper. L'objet du big data, ce n'est pas la quantification, ni l'information, mais la donnée elle-même. Valeur de la variable manipulée par les technologies de l'information. Ce monde des données massives est tissé de liens divers, d'assemblages multiples, de connexions extrêmement complexes. Alors, eu égard à une telle complexité, et à ma question aussi, une façon de saisir ce monde dans son fonctionnement et le renversement épistémologique qu'il porte, et d'en pénétrer sa logique et ce qu'elle doit à la logique du monde dont il s'affranchit, je veux parler du monde du probable. Le monde des data s'affranchit du monde du probable. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Alors je rentre dans ces logiques, pas de façon abstraite, je vous prie de le croire. Je commencerai par décrire le monde des probables par sa logique que j'appellerai une logique conjonctive. Alors, la logique conjonctive du monde du probable, c'est important de le comprendre, est celle qui permet de considérer la probabilité comme la rationalité du hasard. Non pas la rationalité qui s'oppose frontalement à ce qui semble lui échapper, le hasard, selon une logique qu'on pourrait appeler une disjonction exclusive, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à mettre d'un côté d'un seul et même revers de la main est à mettre de l'autre côté. Mais non, c'est la rationalité du hasard, qui conserve bien une contradiction interne, mais dont les antonymes se concluent l'un de l'autre. On retrouve cette même logique conjonctive dans la loi des grands nombres sur laquelle est fondée la théorie des probabilités, quand la certitude se conclut de l'aléatoire, de l'incertitude donc. Encore une contradiction sans antonyme. On retrouve cette même logique conjonctive dans la statistique probabiliste, si j'ose dire, science empirique et formelle, où les démarches hypothético-déductives et empirico-inductives se concluent l'une de l'autre. Le monde du probable est tissé de liens de causalité et de probabilité. Enfin, plus précisément, il est tissé de liens d'une causalité seulement probable. C'est David Hume qui, dès le XVIIIe siècle, a introduit le raisonnement du probable dans la cause elle-même, même s'il disait que raisonner de cause à effet n'est qu'habitude et coutume. En vertu de cette logique conjonctive du probable, la cause seulement probable se conclut de l'effet observé, dès lors que l'effet tente de remonter à sa cause dans une démarche reconstructive. Il y a une coupure entre la cause vraisemblable, contrefactuel, et l'effet qu'on a observé, car en réalité, on ne sait pas ce qui s'y passe. Que se passe-t-il entre l'intention et l'action? Personne ne le sait. Entre un type de pédagogie utilisé dans un enseignement et l'apprentissage réel des étudiants? Personne ne le sait. Le monde du probable est fondé sur cette ignorance que nous avons des lois de causalité, qui expliquerait pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. C'est là notre ignorance fondamentale, que par dévotion à la grande cause perdue, nous contournons en instaurant une tension signifiante entre les faits observés et la cause que nous présumerons, tension qui donne du sens par nos interprétations. Dénégation, ruse, qui consiste à tenter de combler cette coupure du probable entre la cause inconnue et les faits. On retrouve la tension propre à la statistique probabiliste entre sa rigueur mathématique, à laquelle elle doit son autorité, et l'interprétation qui lui donne sens.
Cette coupure dont il est question est exactement celle dont parle Michel Foucault dans Les mots et les choses, cette coupure à travers laquelle la reconfiguration des savoirs, épistémés, de la culture occidentale se réorganise au tournant de l'âge classique vers la modernité. Dans cette brèche du probable, les sciences humaines s'engouffreront et y trouveront leur légitimité. L'épistémologie du monde du probable et de la statistique probabiliste est une épistémologie de cause à effet, en vertu de la ligne du temps qui reprend l'antériorité de la cause sur les faits. Le monde fictionnel du probable auquel on demande de croire est entièrement tourné vers le passé. Ce monde est bâti sur des fictions qui charpentent de fond en comble son corps social. L'échelle de la causalité d'Alain Turing, vous la connaissez ? Non, ouais. Il a fait une échelle de causalité. Donc Alain Turing, c'est le pionnier de l'informatique. Elle a 3 échelons différents de modes d'apprentissage. Chacun libère les capacités de ceux d'en dessous que ceux d'en dessous n'ont pas. En haut de l'échelle se trouve l'apprentissage contrefactuel, qui permet d'imaginer des mondes qui n'existent pas et d'en déduire des raisons des phénomènes observés. C'est l'échelon de l'humanisation de la pensée, celle du monde du probable, avec sa tension signifiante, dont le travail consiste à considérer et à articuler des hypothèses de fond sur la façon dont le monde fonctionne. Les modèles probabilistes sont avant tout des modèles imaginaires qui imaginent l'homme. L'homme est un être à imaginer, c'est en tous les cas ce que disait Gaston Bachelard. Et comment fonctionne le monde ? Ils sont explicatifs, ces modèles. Ils sont des fictions avec leur visée de vérité et une visée pragmatique aussi. Prédire une variable, c'est alors réduire l'incertitude en réduisant la diversité du monde. Que se passe-t-il au juste entre les mesures sanitaires de restriction et la cinétique de la pandémie ? Peut-être l'exemple n'est pas bien choisi, mais c'est celui qui m'est venu. Voilà. Personne ne le sait, car nous ignorons les lois de causalité. On ne dispose que des lois de probabilité, qui idéalisent des régularités constatées en suppléance des lois de causalité. Si le modèle probabiliste est statistiquement significatif, alors les variables explicatives seront des causes seulement probables de la variable à expliquer. Les mesures sanitaires seront des causes probables de la cinétique de la pandémie. C'était pour vous expliquer en quelques mots, en quelques phrases, le monde du probable dont le monde des data s'affranchit. Et donc, qu'est-ce que ça signifie de s'affranchir du monde du probable ? De quoi s'affranchit-il ? Et je continue dans mes logiques, si vous voulez, et je vous parlerai de la double logique du monde des data et de son renversement épistémologique. Le monde des data, comme je viens de le dire et de le répéter, s'affranchit du monde du probable. Il s'affranchit donc de sa logique conjonctive, en particulier de cette tension signifiante entre l'effet observé et la cause seulement probable. C'est que la statistique a conçu quelque chose qui est contraire à la pensée et qui affecte le primat accordé au sens par le probable. Mais alors, de quel lien, de quelle connexion le monde des data est-il tissé ? Sa logique opérative est une logique irrationnelle. Elle nous dit dans quel monde on entre. Entrons-y. Je prendrai l'exemple qu'on retrouve un peu partout de Google Flu, qui concerne l'épidémie de grippe. C'est mieux de parler de la grippe, en 2009. Il permet de comprendre le nouveau paradigme prédictif du big data. Google a pu révéler la prévalence de la grippe en réutilisant les 3 milliards de requêtes faites par jour par les internautes américains, requêtes sauvegardées par État, par région et au niveau national. Google a pu ainsi identifier la prévalence de la grippe mieux que les organismes de santé publique américains dont on a beaucoup parlé, les CDC, avec leur réseau Sentinel. La valeur des vieilles requêtes se trouve dans leur potentiel illimité de réutilisation. Les corrélations identifiées par les algorithmes de Google entre la fréquence de certaines requêtes et la propagation de la grippe dans le temps et dans l'espace furent les résultats de tests effectués sur les 50 millions de mots-clés les plus saisis par les Américains à l'aide de 450 millions de modèles. Et là, les algorithmes trouvèrent 45 mots-clés du style complications, remèdes, symptômes, annulation de vol,
etc., qui, combinés tous ensemble, selon un modèle statistique, présentaient une forte corrélation avec la propagation de la grippe. Google s'était concentré uniquement sur la recherche des corrélations entre la fréquence de certaines requêtes et la propagation de la grippe dans le temps et l'espace. Tous, y compris les CDC, étaient capables de dire où la grippe s'était propagée, mais en comparaison des CDC, l'équipe de Google pouvait également le faire quasiment en temps réel, soit prendre 2 semaines d'avance sur le futur. Au nouvel âge des données, ce qui libère de la cause seulement probable et de sa tension signifiante, ce sont précisément les corrélations statistiques. La corrélation n'est rien d'autre qu'une prédiction avec une plus ou moins grande probabilité d'une variable à partir d'une ou de plusieurs autres variables seulement utiles qui se substituent efficacement au fonctionnement interne du phénomène. Les mots-clés remède, complications, symptômes, annulation de vol, qui sont fortement corrélés avec la propagation de la grippe, n'en sont pas des causes même seulement probables, juste des variables utiles pour faire une prédiction. Les variables corrélées ne sont pas liées par le sens. Ces modèles n'ont aucune visée de vérité. Si le signal, puisqu'on appelle ça, d'un prédicteur est fort, le prédicteur sera très utile pour prédire la propagation de la grippe avec une grande probabilité. L'annulation de vol n'est en rien une cause même seulement probable de la propagation de la grippe, c'est juste que cette variable, ce prédicteur, marche bien, ça fonctionne pour prédire la propagation de la grippe. En réduisant la complexité, les algorithmes de l'apprentissage automatique découvriront des associations nouvelles qu'on n'aurait jamais pu trouver dans des quantités plus petites de données et auxquelles nous n'aurions même jamais songé. Je peux vous montrer ça, mais ce n'est peut-être pas le moment de faire ça, je ferai peut-être ça après. L'analyse prédictive à laquelle participeront ces corrélations inédites est bien au cœur du big data. L'essence même du big data est sa volonté prédictive liée à sa visée, le réel lui-même. Et plus les fictions du probable, avec leur visée de vérité. Le big data, c'est une confrontation avec le réel. Je vais vous montrer comment. La prédiction est une propriété fondamentale du vivant, au cœur de toutes nos actions. Plus les données sont nombreuses et d'horizons variés, davantage peut-on formellement adopter des raisonnements inductifs. Ce raisonnement inductif repose sur l'idée que ces modèles à capacité prédictive peuvent naître des données. C'est l'application des méthodes qu'on appelle data-driven, conduites par les données, où les données prévalent sur les hypothèses dans la genèse de la science. Les modèles sont immanents aux données et non imaginés a priori. C'est autre façon de faire la science. Il ne faudrait d'ailleurs pas prendre le risque d'éliminer des données utiles en partant d'un modèle qui les filtrerait de façon trop agressive. La corrélation appartient au langage des co-occurrences, de la présence simultanée de certains traits, dont les connexions mutuelles, mesurées par cette corrélation, sont susceptibles de se reproduire dans le futur sans en comprendre les raisons. Les corrélations inédites du big data sont des connexions insignifiantes et se contentent de prédire des phénomènes avant même qu'ils n'arrivent en temps réel à partir de variables substitutives à leur fonctionnement interne sans comprendre pourquoi. L'âge des data nous fait chuter de l'échelle de la causalité de Turing. En bas de l'échelle se trouvent ceux qui prédisent exclusivement empiriquement par association ou connexion. Ce sont les animaux, les robots de l'intelligence artificielle, et on peut ajouter les statisticiens du big data. Alors, y a-t-il un renversement épistémologique de la statistique probabiliste à la statistique du big data, des sciences des données? Eh bien, c'est ce langage de co-occurrence qui va s'imposer, se généraliser dans l'univers des données massives, celui des associations qui font rentrer en rapport des phénomènes à force de ne pas en avoir, comme les mots-clés tels qu'annulation de vol, remède, symptômes, des requêtes sur Google avec la cinétique du virus de la grippe. C'est un renversement épistémologique d'une épistémologie de cause à effet pour une épistémologie de l'usage.
La seule question qui vaille désormais, c'est comment ça marche, et non plus qu'est-ce que ça veut dire. L'usage l'emporte sur le sens, cet artifice du langage. Le rapport à la réalité des choses devient exclusivement pragmatique. Ces corrélations d'un style nouveau aboutissent à elles seules à des solutions non théorisées qui ne relèvent pas de la fiction comme dans le monde du probable. Dans un positivisme assumé, la science des données a congédié la causalité jugée illusoire. C'est clair, les questions causales ne peuvent jamais trouver de réponse à partir des seules données. Il y a une double logique dans le monde des data. Cette double logique est d'abord une logique connective, et puis une logique avec un nom un peu barbare, je vous prie de m'excuser, j'en ai pas d'autre. C'est une logique disjonctive, non pas exclusive, mais inclusive. Je vais essayer de vous expliquer, qui vient la recouvrir. La logique connective préalable au flux des données est celle des connexions successives entre nos machines numériques, connectées les unes aux autres, entre, je vais utiliser un terme qu'utilisait Deleuze et Guattari, c'est les machines désirantes que nous sommes, toujours plus connectées entre elles d'ailleurs, sur les réseaux sociaux par exemple, et entre les machines désirantes et leurs machines numériques. Un vaste réseau en extension continue de machines humaines et non humaines interconnectées. La logique disjonctive inclusive, alors, elle vient recouvrir cette logique connective, elle transforme la disjonction qui, au lieu de séparer comme une disjonction exclusive, devient une association, une relation insignifiante. Outre sa mise en ombre, c'est exactement ce que l'on peut dire d'une pure corrélation. C'est la logique du langage de co-occurrence qui permet d'être, pour illustrer mon propos, sans contradiction, hyper connecté et totalement isolé à l'âge des data, d'être totalement pour et totalement contre la mise en données du monde et sa digitalisation. L'humble corrélation dont je vais encore parler est sans contradiction aussi, faible par son insignifiance et forte par les prédictions qu'elle autorise. Bref, ce qui est extrêmement difficile à penser, c'est qu'une chose et son contraire coexistent dans le monde dataïfié sans s'opposer mutuellement, sans qu'ils ne fassent contradiction, mais qu'ils soient indépassablement corrélés. Cette logique n'a rien de rationnel. Ces pures corrélations nous dispensent de penser. En tous les cas, elles nous dispensent de la pensée humanisée du monde du probable, et de cette déshumanisation de la pensée s'ouvrent de nouvelles possibilités de pensée sauvage. Tournant le dos au monde du probable, le monde prédictif des data s'est résolument tourné vers le futur. La double logique du monde des data est la logique même du désir de l'homme, de sa vie profonde. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Car c'est dans l'écroulement général de la question du sens, qu'est-ce que ça veut dire, que le désir fait son entrée. L'effondrement du primat du sens est inscrit dans les corrélations nouvelles du big data, lien distendu qui ne coupe pas de la vie. Les corrélations effectuent les opérations même du désir. Elles produisent du lien, des connexions qui accroissent toujours plus la vie. Mais de quel désir parle-t-on, franchement ? En tous les cas, il n'est pas à chercher du côté du manque d'un objet, du rêve, du fantasme, de la représentation, ni réductible au plaisir. Mais un désir, processus de singularisation, qui ne sera plus réprimé par le désir de sa propre répression dans une servitude à un corps social, à son organisation et à ses codes. Les codes sociaux, familiaux, etc. Bref, les codes inscrits dans les fictions du monde du probable, qui distribuaient les rôles et qui désignaient les alliances à favoriser ainsi que ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ne lie plus les flux décodés du désir. Le désir est cette dynamique là où foisonne la vie, confrontée au jaillissement effectif des nouveautés dont le big data va se saisir pour ses prédictions. L'inorganique qui échappe à toute organisation, l'irrationnel de toute rationalité sont les puissances de vie dont le big data est capable de s'emparer. C'est ça que je voudrais vous montrer. Ce qui peut paraître étrange quand même, c'est que la même méthodologie prédictive appliquée à des machines techniques ou biologiques, une fois appliquée au comportement humain, conduit à prédire ce qui touche à sa vie profonde, inorganique de l'homme, sur laquelle
je reviendrai. Amazon nous recommande le livre idéal à la pointe de notre désir. Facebook sait que ce qui... Enfin, Facebook s'appelle Meta maintenant. C'est ce qui nous plaît à partir de sa fonction like. LinkedIn devine ceux que nous connaissons par affinité. Google affirme qu'ils connaîtront nos désirs mieux que nous-mêmes. C'est une objectivation du désir par une prédiction individualisée du big data. Aujourd'hui, le monde des data est le monde de la singularisation et de la différenciation. C'est précisément dans la dynamique du désir que nos singularités, nos devenirs adviennent. La science des data s'intéresse aux fondements ontologiques de l'homme qui seul lui donne sa légitimité. Tout un commerce de l'affect qui s'externalise via des plateformes informatiques. Alain Desrosières a parlé de la politique des grands nombres. Je voudrais vous parler de la micropolitique par les données. Pour le monde des données massives, s'affranchir du probable revient à s'affranchir de sa logique conjonctive tournée vers le passé qui conduit toujours à reconnaître ce que l'on sait déjà. On peut tracer une architecture complexe des logiques opératives du monde des data en 3 strates. La logique conjonctive entre les machines humaines et les machines non humaines, indispensable aux technologies de l'information, et entre les machines non humaines ensemble. La logique disjonctive éclusive que j'ai essayé de vous expliquer, des corrélations inédites du big data, où l'effort de pensée est sans cesse reconduit à son impossibilité, à son impuissance. Et une 3e logique dont je vais vous parler, qui est la logique préemptive de ces prédictions individualisées qui dénotent l'action sur le temps d'avant, au cœur de d'un nouveau type de pouvoir. La logique conjonctive du probable a opérationnalisé très concrètement la politique des grands nombres, qui repose sur la loi des grands nombres, qui est fondement de la théorie des probabilités appliquée aux individus indiscernables de la masse. C'est une politique où le rôle de la statistique est stabilisateur par ses mécanismes régulateurs qui fixent un équilibre au niveau de la masse des individus en maintenant une moyenne, valeur la plus probable du système gaussien, devenue normative, et en établissant une sorte d'homéostasie qui empêche de s'éloigner du normal, précisément en fonction de la loi, en vertu de la loi des grands nombres, qui gomme les petites incertitudes gaussiennes. Cette politique des grands nombres, sorte de mésopolitique, s'applique particulièrement bien au domaine du vivant, santé, hygiène, sexualité, natalité, car il faut faire vivre, assumer la vie et des conditions de vie viables pour un être biologique en intervenant sur son milieu de vie pourvu que son territoire reste stable. Réduire la variabilité du monde, établir une sorte d'autorégulation du milieu, c'est la façon dont la statistique probabiliste gouverne le monde du probable. C'est donc le règne de cette fameuse trilogie dont j'ai parlé en commençant, normalité, homocédasticité, linéarité. L'individu de la masse sur laquelle s'exerce cette politique des grands nombres est l'homme sans qualité, entendez par là sans singularité, dont parlait Robert Musil dans son livre éponyme. Il règne sur une nature pleine, connue par la science, soumise aux lois de probabilité et maîtrisée par la technique. Ce serait difficile de parler de probabilité sans parler de risques, bien évidemment. Les risques, comme événements du monde du probable, sont des fictions. Ils portent sur un confortable inconnu connu, un hasard objectivement quantifiable. Les conséquences dommageables d'un danger, dont on veut évaluer le risque, sont connues. On connaît leur prix, on connaît leur probabilité, qu'on peut estimer par des fréquences qu'on observe statistiquement. Le risque est alors l'objectivation d'un danger par un prix. C'est une espérance mathématique. Ce sont les risques sur le modèle assurantiel qui modèrent les effets des incertitudes. Leur objectivation par un prix les rend gouvernables. La gouvernance des risques conduira à la prévention qui cherche à les neutraliser. Elle présuppose d'en connaître les causes et de pouvoir les estimer empiriquement. On observe un conflit social, on identifiera la pauvreté en tant que cause responsable de ce conflit social et de façon préventive, on agira sur la pauvreté afin de tenter de régler le conflit social. Mais avec la nouvelle gestion des risques par la précaution, qui concerne des dangers graves
irréversibles dans leur dimension de menace globale potentielle, dangers sanitaires, dangers environnementaux, dangers industriels, dangers nucléaires, dangers climatiques, tout ce dont on parle en permanence, ces menaces aux existences incertaines, dont on ignore à l'échelle d'une vie humaine, et peut-être au-delà, les conséquences dommageables. On est désormais confronté non plus à un inconnu connu, mais à un inconnu inconnu. Il s'opère une sorte d'anthropolisation, j'y arriverai, du risque. Le risque est devenu un souci permanent de ce qui nous affecte. Le danger est devenu une menace permanente potentielle, prolongée d'une exhortation incessante à réparation par nos comportements individuels de ce que nous aurions nous-mêmes généré. C'est une nouvelle responsabilité qui nous concerne tous. Elle est très particulière si on y réfléchit, parce qu'elle est liée à une connaissance des risques et non plus à une maîtrise des causes. Nous sommes désormais devenus agents de notre propre santé, de notre propre futur, quel que soit le domaine de la menace, sanitaire, écologique, climatique, énergétique, etc., sécuritaire, sommés de gérer nos risques par des comportements adéquats dans un rapport strict à nous et à notre environnement. La préemption, et non plus la prévention, nouvelle dominante autour de laquelle va se reconfigurer de nombreux aspects de la vie contemporaine, participera d'une véritable constitution de connaissances de et sur l'incertitude dans le monde des données. Elle est le modus operandi, si j'ose dire, des nouveaux risques comme comportement. C'est un concept temporel. Elle dénote l'action sur le temps d'avant. Elle opère dans le présent sur une menace future, en dépit de l'incessibilité de ce qui n'est pas encore produit et qui peut encore prendre une autre forme. La menace n'a même pas encore émergé, elle est là, en tant que potentiel. La notion de potentiel liée à toute menace est centrale. La préemption s'invite le plus souvent dans un horizon de sécurité, préoccupé par une menace, un environnement menacogène, dit Brian Massumi, comme celui d'aujourd'hui, multidimensionnel et complexe. Et puis s'il faut agir selon ces singularités, à un niveau individuel, pour la multitude, par son propre comportement, eh bien le gouvernement, par la donnée, va s'y employer selon sa propre opérativité. Une micropolitique des data dans et pour un monde de singularisation et de différenciation. C'est une politique du désir en tant que le désir est précisément un processus de singularisation, de devenir d'affect en affect. Comment une micropolitique, politique affective, saura-t-elle faire autorité ou plutôt opérer à l'âge des data où l'on prétend avoir atteint un espace de totale liberté? Quels effets ces dispositifs à la texture numérico-statistique, un réseau socio-technologique fait de logiciels, de données, d'algorithmes, de data centers, de cloud, de laptops, de smartphones, de caméras, etc., et de surveillants d'ailleurs habilités ou non par l'État, peuvent-ils avoir sur les comportements? L'enjeu n'est pas d'agir sur les humains en leur interdisant ou en les obligeant à choisir ou à décider, ça ne marche pas, mais de les mener à ce qui les fait agir et avoir de nouveaux comportements plus attentifs et soucieux d'eux-mêmes et de leur environnement. Ce n'est pas directement ce qui affecte les gens et occasionne un effet sur eux qui est l'objet de cette micropolitique, mais bien de trouver le moyen de faire naître, de susciter, de mener à ce qui leur font faire des choses de façon prévisible. La micropolitique dénote un abord politique en un sens plus large. Ce qui est au cœur des gens, dans une dimension quotidienne, pratique, subjective, inconsciente, tout ce qui est mineur et anodin s'exprime désormais dans la politique. Sans oublier que n'importe quel problème singulier relève en même temps de dimensions internationales qui n'échappent plus aux organismes décisionnels dans l'espace national et aux acteurs politiques visibles. Ces problèmes nouveaux, en ce qu'ils sont pris en considération dans cet élargissement ou cette prolongation, si vous voulez, du champ politique, met en jeu des mutations de la vie quotidienne, de la vie inconsciente, des genres, etc. En somme, c'est une formidable ouverture sur le champ social, toujours investi par le désir. Ce qui s'exprime dans la micropolitique en tant que politique minoritaire, c'est la vie profonde de l'homme, sa vie inorganique, que l'on peut référer à l'inconscient
machinique. L'inconscient machinique, c'est un processus de disparition. Si vous voulez, c'est une chaîne insignifiante de tout ce qu'il y a de plus disparate, de ce qui traîne un peu partout autour de nous, et notamment les grands problèmes de l'époque, et qui nous affectent. Le désir que produira l'inconscient machinique à l'insaisissabilité de ce qui n'est pas encore produit et qui peut encore prendre une autre forme. C'est le contexte même de la préemption. Le désir conduit toujours hors des territoires où on s'est laissé enfermer, fût-il numérique. S'il investit toujours le champ social, il n'en est pas moins une menace permanente pour la stabilité de toute société. L'inconscient machinique produit en permanence le désir, chaîne désarticulée de tout ce qui nous affecte, de tout ce qui de notre environnement a un effet sur nous, aussi disparate que nos traces numériques, où se trouvent inscrites et objectivées nos petites bizarreries, nos singularités, tout ce qui nous touche et nous fonde au ras de la vie la plus quotidienne. Nos traces numériques, nos profils, chaînes disparates, inarticulées, sont l'objectivation de notre inconscient machinique qui le rendra prédictible. Un inconscient machinique à ciel ouvert, qui ne veut rien dire, mais dont les corrélations prédictives feront grand usage pour produire leurs liens insignifiants. Ce qui faisait le plus intérieur de l'homme est extériorisé par le big data, un inconscient dont la voix royale ne sera plus nos rêves et leurs interprétations, mais les données insignifiantes. Il y a la micropolitique des réseaux sociaux, bouillonnant et polarisé, dont le moteur est l'affect, la micropolitique de la reconnaissance faciale ou faciale des émotions, la micropolitique sanitaire de la médecine préventive individualisée. Ce sont des politiques affectives par la donnée qui interviennent dans le domaine de la vie inorganique et non pas dans le domaine de la vie organique, biologique, comme les biopolitiques. Les micropolitiques dont le grand laboratoire est celui du nudge, qui atteste que la préemption prolonge ou se superpose à la prévention en matière de gestion des risques et colonise de plus en plus d'espace de la vie quotidienne. Les prédictions individualisées du big data font usage des corrélations inédites, des pures corrélations, que les algorithmes auto-apprenants ont glanées dans d'énormes quantités de données. C'est exactement comme si l'on cherchait une aiguille dans une meule de foin multidimensionnelle sans savoir où est l'aiguille et ni même si elle s'y trouve. C'est exactement ce que font les algorithmes du big data. Et donc ces prédictions individualisées, ils ont glané d'énormes quantités, dans les grandes quantités de données, ils ont effectivement glané ces corrélations. Alors ce lien quantifié, la corrélation, est un lien insignifiant, j'en ai suffisamment parlé, dépourvu de sens, un lien acausal, on dit toujours correlations not causation, ça on sait, tout le monde le sait, mais si on sait ce que n'est pas ce lien, il n'est pas un lien de causalité. Mais qu'est-ce donc positivement? Qu'est-ce que c'est, cette corrélation? Qu'est-ce que c'est? De quel lien positif s'agit-il? La corrélation est un lien affectif, à la façon d'un nudge qui nous fait faire quelque chose. Le jour où l'on se rendra compte que la pure corrélation est un nudge, certes quantifié, ce petit coup de pouce anodin, simple et efficace, qui modifie nos comportements de façon prévisible, on ira les chercher dans les données du big data plutôt que dans de longs débats et de coûteuses délibérations incertaines, qui tenteront de sémantiser l'insignifiant et de penser l'impensable. Puisque obliger ou interdire uniquement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire et décider ne fonctionne pas, le nudge comportemental va guider nos choix de façon favorable. Le nudge appartient au langage de la co-occurrence. C'est un lien insignifiant, comme la corrélation. Rechercher un nudge correspond à trouver ce petit coup de pouce qui nous fera faire sans contrainte quelque chose, qui va nous faire produire tel effet à partir de telle ou telle chose de notre environnement. Nous avons des biais cognitifs, des défauts de pensée qui nous font prendre inconsciemment nos décisions. Nous ne sommes pas des êtres rationnels qui prenons nos décisions fondées sur la raison après de mûres réflexions. Qu'est-ce qui va susciter ce faire? Qu'est-ce qui va faire boucler leur ceinture de sécurité dans un car scolaire à des 10-15 ans? Faire gravir un escalier dans le métro plutôt qu'emprunter passivement l'escalator.
faire jeter systématiquement un coup d'œil à chaque notification d'un mail ou d'un message sur WhatsApp. Faire, c'est la voie moyenne du grec, passive et active en même temps, indépassablement corrélée, selon la logique disjonctive inclusive sur laquelle reposent les prédictions du big data. Mais qu'est-ce qui va faire naître ce faire? C'est le nudge. C'est le pop-up qui nous mènera à jeter systématiquement un coup d'œil sur les notifications nouvelles. C'est un fourreau flashy et encombrant qui recouvrira la ceinture de sécurité et qui fera boucler sa ceinture à un ado dans un car scolaire. Ce sont les escaliers musicaux peints en notes de piano du métro de Stockholm qui vont faire grimper les escaliers 4 à 4 plutôt que de prendre l'escalator dans le métro, histoire de nous faire bouger un peu. Nous sommes agis par le son du pop-up qui a un effet sur nous et agissant par l'effet qui consiste à regarder et lire la notification. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à expliquer. C'est exactement ce que l'on peut dire d'un affect, l'effet qu'ont les choses sur nous, en l'occurrence, regarder la nouvelle notification ou monter 4 à 4 l'escalier musical. Par un nudge, il est question de faire naître une action pour qu'advienne une issue prévisible parmi d'autres issues potentielles. Éteindre l'ordinateur, garder le nez sur son travail, se lever pour faire autre chose, ne pas regarder la notification qui elle-même aura un effet sur moi, c'est d'aller consulter mes mails. Retourner cette mécanique du nudge qui fait naître l'affect, c'est-à-dire l'effet qu'il a sur nous, dans le corps, et dès lors sur nos comportements de façon prévisible. Vous y verrez ces rouages et vous comprendrez que l'envers du biais cognitif que nous devons à notre inconscient et que l'on peut rationalité aujourd'hui, ces défauts de pensée donc, c'est le ressort même de la vie. On y découvrirait le réel, la vie qui fourmille et les puissances de l'irrationnel qui nous font agir. Eh bien, le big data confirme. Et Richard Taylor, qui a eu le prix Nobel en 2017 pour justement la théorisation des nudges, voilà, ils diront ensemble que la raison est toujours une raison taillée dans l'irrationnel. Plus le lien, ce lien affectif établi par le nudge est dénué de sens, et plus il sera efficace, plus l'issue sera prévisible, alors même qu'un processus créatif, d'affect en affect, d'effet en effet, en tant que tel, est quant à lui absolument imprévisible. L'affect est un outil pour prédire, qu'il soit dans le registre de la peur, de la joie, de l'angoisse, de la tristesse, de l'amusement, de la passion joyeuse ou de la passion triste. L'affect est un outil pour prédire. La peur atteint le corps avant de marquer la conscience et le contraint à l'action. C'est ce que raconte William James. Même quand une action se déploie, elle aura débuté par un moment indistinct de l'affect. La peur ou un autre affect nous font faire, nous font agir. La micropolitique des data est une politique affective qui désigne toute action par laquelle la politique intervient dans le domaine de la vie profonde, de tout ce qui est mineur et nous affecte. Elle cherche avant tout à inciter et à stimuler la vie à son émergence dans les pores du monde dataïfié qui ne cesse de se multiplier au rythme du tsunami numérique. Les réseaux sociaux sont les territoires numériques affectifs de la socialisation qui fonctionnent au rythme des prédictions individualisées. Ce que nous apprend le big data, c'est qu'il n'y a pas plus prédictible que l'action impulsée dans un moment furtif et indistinct par un affect. Là où les prédictions probabilistes se fondent sur le passé, avec les grands dangers de l'extrapolation d'ailleurs, qui font dire qu'on ne prédit bien que le passé, d'ailleurs, les prédictions du big data ne s'embarrassent pas de ce passé-là. Préemptives, dénotant l'action sur le temps d'avant, elles s'emparent des puissances de l'irrationnel. Elles objectivent ce qui nous affecte et qui nous fera agir inconsciemment. Avec le big data, ce n'est pas la raison qui imaginera des causes probables pour tenter de comprendre nos choix et nos décisions, autant infime qui sépare à peine l'affect de l'action à laquelle il est contraint. Le big data répondra par son traitement en temps réel des données, par ses algorithmes pour obtenir des prédictions individualisées en temps réel,
on parle de temps polynomial hein, dans mon jargon, pour nous faire agir dans le temps de l'émergence de l'affect. Ces prédictions remettent sérieusement en question la présomption d'un futur inconnu qui a pourtant présidé jusqu'ici à toutes nos prédictions et anticipations, toujours instruites du passé. Le monde rationnel du probable, qui cherche un savoir sur les causes seulement probables, est inexorablement tourné vers le passé. Le monde des datas, qui cherche pour ses prédictions à faire usage des affects qui nous font agir, sera tourné vers le futur, puisque l'action est toujours ultérieure à l'affect qui l'a engendré et antérieure à la raison. De quel pouvoir s'agit-il? C'est un pouvoir extraordinaire, enfin énorme si j'ose dire, qui consiste à faire naître ce qui nous fera faire quelque chose sans contrainte extérieure ni rébellion, librement captif. L'ontopouvoir n'est pas un pouvoir sûr, mais c'est un pouvoir d'amener à l'être, à ce qui affecte nos existences, nos singularités, dont il pourra se servir. L'ontopouvoir est le titre d'un livre écrit par Brian Massumi. Donc ce titre, c'est le pouvoir affectif des prédictions. Alors voilà, il y a plein de choses à dire encore, mais je ne sais pas si je ne vous ai pas coupé l'appétit avec tout ça. Je ne sais pas si c'est pas trop indigeste par rapport à tout ça. Alors j'ai évidemment 1 million de choses à dire encore, mais il faudrait peut-être que vous voyez ce que me fait faire la passion. Hein, vous voyez bien, c'est quand même pas... Voilà. Et donc, voilà, ce pouvoir, c'est une force de vie incroyable qui donne au réel toute sa consistance. Hein. Le big data est une confrontation avec le réel, c'est ce que je disais aussi. Les liens affectifs comptent de plus en plus aujourd'hui. Ils prolongent les liens biologiques et s'expriment dans la micropolitique par la donnée. En Argentine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pour la première fois, un tribunal a accordé un droit de garde alterné pour 2 chiens d'un couple en instance de divorce. Ce n'est plus un lien biologique, c'est un lien affectif. Voilà. Alors, en conclusion, bien que nous concluons, j'ai plein de choses à dire encore. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conclusion? Il y en a tellement qu'on peut tirer à ce niveau-là. En tous les cas, dans le monde des data, il n'est plus question de mettre l'incertitude en sourdine, comme dans le monde du probable, l'anomalie, l'improbable, l'instable, le désordre, l'aberrant, toute la diversité que les petits échantillons ne parvenaient pas à intégrer, le big data l'intégrera pour libérer les puissances de son analyse statistique, même si elle la complique tout autant. On préfère sacrifier le sens au vivant, sacrifier la raison infirme, impuissante à choisir et à décider, aux puissances de l'irrationnel. Ne plus être séparé du réel et coupé de la vie, le vivant, se trouve dans les données. Les prédictions du big data, en faisant parler les données, donneront une forme bien particulière à la vie. La rencontre avec les données, c'est une nouvelle expérience du risque. Il ne faut pas imaginer que les risques sont partis, bien évidemment. Une nouvelle forme d'exposition à l'incertitude aussi. Certes, le monde occidental préfère le prévisible à l'incertain. Arrivera-t-il à préférer les puissances de vie de l'improbable, de l'anomalie, source de liberté, d'où peuvent jaillir idées, solutions ou événements nouveaux et imprévus, pourvu qu'ils se dégagent des territoires numériques où c'est laissé librement capturer? Ou tentera-t-il plutôt d'inscrire la révolution des données dans l'architecture sociale et morale du monde du probable, selon une hybridation de l'homme et de la machine? Le monde numérique, à cet âge statistique, est par sa logique celui du pire et du meilleur, avec ses périls et ses promesses corrélées de façon indépassable. Il détient une puissance de vie sans précédent par sa créativité, par laquelle il est prêt à tout redécouvrir, mais recèle aussi un haut potentiel de destruction dans une grande intimité entre la vie et la mort. L'éthique est désormais dans l'usage des technologies. Et je terminerai quand même, c'est vrai, je dis 3 fois que je vais terminer. Je vais terminer par une réflexion qui m'est venue tout à l'heure en préparant ceci. Le positivisme d'Auguste Comte, non,
pas André Comte-Sponville, mais le positivisme d'Auguste Comte, oui, était destiné à, comment dire, à se débarrasser de la métaphysique et de la cause et de la causalité. Aujourd'hui, on est dans un monde positif, d'un positivisme plus abouti qu'on n'ait jamais connu. Auguste Comte, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Voilà. Et en même temps, le monde positif des data s'est affranchi de la causalité, et en même temps, on retrouve une métaphysique sous une forme ontologique, si vous voulez, ce qui est assez incroyable. On retrouve la métaphysique, puisqu'effectivement, l'ontopouvoir, c'est un pouvoir ontologique, en quelque sorte, sur les gens. Voilà, et ça me questionne, parce qu'effectivement, on retrouve quand même une métaphysique, si vous voulez, alors qu'on pensait pouvoir s'en débarrasser, pour ceux qui voulaient s'en débarrasser d'ailleurs, par le big data. Voilà, je pense que je vais vous laisser continuer de manger calmement. Voilà. Merci.